Polysécure. Nous allons aborder les actualités aujourd'hui. Je suis avec Vincent. Salut! Ça va bien? Ah oui, ça va. Toi? Ça va bien aussi. Ça fait longtemps. Un peu... Ça fait un mois et demi. Presque deux. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Oh, oui. C'est toute une distance. Commençons avec les HMS Plug. Le 7 au 9 juin, il y a le FIC à Lille. Du 11 au 15 août, le DEF CON à Las Vegas. Du 6 et 7 octobre, Objective by the Sea. Un événement à sécurité plus pour les Mac. 15 au 17 novembre, European Cyber Week à Rennes. Et novembre 2022, Connected Week à Angers aussi. Donc, commençons avec les nouvelles. Je vais commencer un peu avec la tienne, celle qui commence plus où TELUS a fourni de l'information à la santé publique et dont des informations qui sont peut-être un peu embarrassantes, on va dire. Bon, on peut dire ça comme ça. On avait fait déjà une petite chronique là-dessus. Là, si je ne me trompe pas, c'est Rogers, non, c'est TELUS. C'est TELUS, justement, qui avait collaboré avec le gouvernement pour offrir des données de déplacement pour pouvoir pister les comportements des Canadiens. Et puis, là, je vous rassure, là, je vous rassure, d'une certaine façon, les données étaient anonymisées. On a fait une petite chronique, puis c'était un petit peu sous le radar, puis ça frôlait l'éthique, là, dans ce dossier-là. Eh bien, écoutez, on avait mentionné, si je me souviens, dans cette chronique-là, que le gouvernement a demandé la permission de recevoir encore ce type de données-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est canné ou qui va éventuellement être canné. Mais toutefois, il y a un nouveau rapport qui est sorti, un rapport un petit peu plus pointu à partir de ces données-là, notamment la visite au magasin d'alcool ou à la pharmacie, donc du gin puis du Tylenol pour le lendemain probablement. Donc, c'est pendant la pandémie. Donc, nos visites dans les magasins de boissons et puis à la pharmacie semblent avoir été pistées parce qu'il y a un rapport sur nos déplacements qui ont été... nos fréquences de déplacement qui a été produit et puis qui est moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, mais c'est la société Blue Dot, là, dans l'analyse de mobilité en matière de santé, qui a rédigé le rapport à partir de ces données pour l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, est-ce que cette demande-là a été rendue publique avant qu'on apprenne que le rapport a été produit? Je ne le sais pas, mais ça commence à être un petit peu intrusif comme données de pistage, justement, dans ce dossier-là. Santé publique... On parle de pandémie. C'est quoi la valeur de comprendre notre fréquence de visite à la SAQ ou dans une autre agence d'une autre province pour de la boisson versus, je ne sais pas moi, le COVID, les maladies en cours, peu importe. J'ai du mal à voir en fait ce que le gouvernement voulait avec, c'est quoi la valeur à produire des telles données. Mais bon, outre notre société, notre vache à lait SAQ qui pourrait quasiment réutiliser ces données-là pour même moduler peut-être son offre de service, voir ses heures d'ouverture, la fréquence, peut-être voir une extrapolation dans la fixation de ses prix, hausser les ventes, etc. La SAQ a déjà des données parce que tes consommateurs-là, si tu as une carte de points, ben, il y a encore plus de données sur toi qui colligent sur l'individu en question. Fait que c'est pas autant la SAQ que ça devient du contrôle de société, puis c'est là où ça devient troublant, puis de l'avoir utilisé une fois pour un besoin de pandémie, machin, fine, ça va. Mais là, c'est comme on commence à réutiliser ces données-là de façon de plus en plus intrusive, puis là, l'appétit est de plus en plus grand. Puis c'est toujours comme ça commence de façon là-dedans pour quelque chose de bien, quelque chose qui est louable, de façon sociable. Ça nous a servi à contrôler la pandémie, pour mesurer les gens qui se promènent, puis tout, puis machin. Là, le problème, c'est que là, on se trouve dans un contexte où il commence à voir les habitudes des gens, à faire des analyses. Est-ce qu'on a été informé de cette capture-là, de cette surveillance-là qu'on a? On a déjà essayé d'avoir des caméras partout dans les intersections, des caméras un peu, tu sais, dans les commerces, des choses comme ça. Là, on est rendu que les compagnies de cellulaires fournissent ces données-là à des entités gouvernementales sans plus de formalité. Là. Puis la presse, puis là, ça fait suite un peu à cet article-là, a sorti aussi un article beaucoup plus vaste où tous ces data brokers qui récoltent de l'information de façon massive. Ça, c'est un autre exemple. Un data broker, on est plus dans un contexte de navigation web, par exemple. Mais là, si on commence à mélanger
des informations de navigation web, avec des informations de déplacement avec ton cellulaire, avec des choses comme ça. Là, on est recréé quasiment de toutes pièces. Là. Ça devient fou. Ben, c'est pas. Écoute, laisse faire le data broker encore dans ce cas-ci parce que les données, le rapport révèle, entre autres, là, que en plus du portrait détaillé là, au niveau des visites SAQ, pharmacie, ils ont regardé d'autres types de comportements, là, les visites aux épiceries, chez des amis à la maison. Attends un peu, là. Comment vous savez qu'ils vont chez des amis ou s'ils sont à la maison? Ça devient plus très, très anonyme à ce moment-là, là. À moins qu'on anonymise le résultat de l'algorithme qui est en arrière, donc qui produit un résultat statistique. Mais ça veut dire qu'en amont, la donnée est assez précise pour... on précise, c'est précis dans le sens où ton cellulaire dort à une place définie, qui est naturellement ta résidence. Fait que ensuite, tu es capable de déduire la personne demeure à tel endroit parce que ce cellulaire-là dort à cet endroit-là. Ou tu coupes une fois par semaine, il dort ailleurs, donc tu peux conclure qu'une fois par semaine, ben, il couche dehors à la maison. Ou, tu es capable d'aller très loin dans ce genre de choses. Fait que c'est très intrusif sur nos habitudes de vie parce qu'on les a tout le temps sur nous maintenant. C'est vraiment intégré à notre vie. Fait que c'est un pisteur qu'on s'est mis qu'on a dans nos poches. Ça se fait plusieurs fois que j'en parle sous plusieurs angles différents, mais c'est un pisteur dans la mesure où les données sont encadrées, il y a un régime légal qui protège, ça limite l'utilisation, puis ça. Fine, ça me va. C'est quand on commence à dévier, là, c'est fatigant parce que là, tout le monde est traqué. Puis là, tout le monde, on s'énerve là, avec cela, mais tu sais, on a eu, c'est la semaine dernière, je pense que c'est l'Agence du revenu fédéral qui a mentionné que certains des agents étaient à la maison, donc il peut prendre des appels sur cellulaire, donc de faire attention parce qu'on est capable d'intercepter les communications cellulaires. On est dans un univers où on est en train de comprendre ce qui se passe pendant qu'on se fait voler en plein jour. Il n'y a personne qui intervient, puis même le gouvernement a l'air d'être complice en partie dans ces affaires-là, puisqu'ils ont voulu utiliser ces données-là de façon quand même démesurée par rapport un besoin justifié de santé publique. Là. Puis en petite conclusion ici, il y a un comité qui s'est penché sur la question puis suggère fortement à la santé publique de prévenir justement les Canadiens, entre autres, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils prévoient faire justement avec les données, puis qu'est-ce qu'ils veulent. Puis c'est ce qui veut dire que ça s'est fait totalement à notre insu. Le rapport également, puis probablement... probablement qu'ils connaissaient déjà les objectifs avant de recueillir les données de ce qu'ils voulaient comme type de statistiques dans les rapports, etc. C'est un petit peu honteux, là. C'est un petit peu honteux dans notre société de droit ici, puis très démocratique, où on prône justement la vie privée, d'arriver avec une telle conclusion ici, là, surtout qu'en plus, ils ne sont pas moins blancs parce qu'il y a tout d'un coup un comité qui dit on vous recommande de prévenir. Non, vous l'avez fait. Là. Vous aviez une dent derrière de la tête. Là. Il y a toujours un objectif. Ça a coûté de l'argent à faire ça, là. Oui, puis c'est une raison de plus que c'est important que le projet de loi fédéral sur la protection de la vie privée soit remis de l'avant un peu, le rénover comme la PS 64 est faite au Québec, où on a maintenant un outil législatif qui nous permet de nous défendre contre ça. Fait que dans ce cas-ci, la récolte de l'information doit être déclarée et son utilisation finale doit être déclarée aussi. Fait qu'on ne peut pas commencer en cours de chemin parce qu'on a une autre idée de changer le plan en plein milieu. Si la donnée était récoltée pour s'assurer que le déplacement des gens dans un contexte de confinement où les gens doivent avoir des déplacements limités, puis en tirer des conclusions que si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas le confinement, si le couvre-feu ne fonctionne pas, enfin, ça c'est correct parce qu'on a un objectif défini qui, à mon sens, s'inscrit bien dans un contexte de santé publique. Là, quand on a les mêmes données, puis t'es cool, pouf, on fait autre chose avec, bien là, on change la finalité d'utilisation. Donc, on change le contrat qu'on a avec l'utilisateur sur l'utilisation de ces données. Donc, non, ça ne marche plus. Là. Et non, alors est-ce que TELUS poursuit d'alimenter justement la santé publique avec ce type de données-là ou un autre organe gouvernemental fait de la récupération? On ne le sait pas. Mais écoutez, TELUS, je comprends que c'est un maillon dans la chaîne de télécom. Là. C'est pas l'ensemble des Canadiens.
Moi, j'étais avec un autre fournisseur, mais il n'y a rien qui me dit que mon fournisseur actuel ne fait pas déjà ça ou a déjà transmis ce type d'informations-là, le cas échéant. Ça, c'est peut-être déjà fait. Je ne spéculerai pas. Pourquoi TELUS? J'ai aucune espèce d'idée. Est-ce que c'est le plus gros équipementier cellulaire au Canada, peut-être, puis il voulait s'assurer d'avoir une population la plus grande possible. Puis, mais tu as dit un petit truc intéressant aussi tantôt. Là, c'est rentré par une oreille, ça vient de ressortir. Je viens de perdre mon idée. Oups. C'est pas grave. De toute façon, j'allais enchaîner sur le fait que normalement, ces informations-là doivent être utilisées dans un contexte d'un mandat. Fait que normalement, on doit avoir l'accord d'un juge pour aller récolter ces informations-là dans le cadre d'une enquête, par exemple. Donc, c'est pas anodin là, ce qui est allé chercher comme information, même si ça avait un bienfait de recherche. Mais, bref, j'espère que la loi fédérale va être remise en discussion puis mise au jeu justement pour qu'on puisse avoir des outils plus adéquats en ce sens-là. J'ai récupéré mon idée. Puis c'était pour faire une petite blague aux complotistes qui pensaient qu'on allait se faire injecter des puces 5G pour nous suivre. Nicolas l'a bien dit. Ça fait des années que la puce 5G, ça a été une puce 2.4, une puce 3, une puce 4, une puce 5, etc., etc. On l'a dans les mains. Je ne cherchez pas les histoires du gouvernement. On en a la preuve ici des données cellulaires pour nous pister. Si on avait eu ça dans le bras, etc., probablement qu'on ne le saura jamais si c'est le cas, mais ça serait complètement absurde de penser ça. Alors, arrêtez-moi ça. De toute façon, on doit juste donner un objet brillant puis les gens vont le prendre. Fait que, on n'a pas besoin d'avoir un vaccin puis forcer les gens. Pour ça, les gens se garochent pour s'acheter un nouveau cellulaire. Fait que le dernier modèle tout le temps. Fait que anyway, bref, pauvre complotiste. Passons à la nouvelle suivante. En tout cas, tu as deux nouvelles. Là, tu en as une là, avec Okta qui s'est fait pirater par le lapsus. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Toi, tu as deux aspects à cette nouvelle-là, je vais te laisser en parler. Oui, écoutez, en mars dernier, là, il est sorti publiquement que le groupe Lapsus avait piraté Okta, notamment Microsoft, Ubisoft, Samsung, Nvidia, etc., etc. Et puis, comme Nicolas dit, là, ça a fait couler beaucoup d'encre. Les policiers à Londres, je ne sais pas si c'est les services secrets ou Scotland Yard, la cour arrière d'Écosse, mais ça a mené juste leur enquête qui a été très bien, j'ai l'impression très bien menée, a mené jusqu'à l'arrestation de 7 personnes, très jeunes, là, 16 à 21 ans, et puis dont un des membres soupçonné d'être directement le cerveau de ce groupe-là, ce groupe de pirates-là, du groupe Lapsus, et puis ça a fait couler beaucoup d'encre, mais on n'avait pas vraiment le détail de ce qui avait été piraté. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de la donnée? Est-ce que c'est des données confidentielles, etc., etc.? Ça, c'est le 24 mars dernier. Puis, dernièrement, en mai, il y a une petite nouvelle supplémentaire qui est sortie. Donc, un petit suivi fort intéressant. C'est que des fois, on peut avoir une nouvelle qu'on veut rendre spectaculaire, mais qui fait couler beaucoup d'encre, qui probablement a dû faire déplacer le crayon de beaucoup d'avocats sur la facturation pour leurs clients pour trouver toutes sortes d'affaires. Finalement, le piratage d'Okta par ce groupe-là de pirates, ils ont démontré que c'est seulement 2 des clients, pas Okta directement, mais 2 de leurs clients qui ont été finalement touchés. Et puis c'est pas si dramatique que ça au final ce qui s'est passé. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas Okta, moi j'ai été heureux de pouvoir faire une intégration de ce produit-là dans une vie antérieure et puis de l'essayer, de le configurer et puis de le comprendre. C'est un système qu'on dit décentralisé. C'est un système, l'équivalent d'un système d'authentification infonuagique. Donc, un service tiers que les entités peuvent utiliser pour des applications notamment qui veulent exposer sur le web pour leurs clients. Donc, il y a des connecteurs pour cellulaire iOS, Samsung. Il y a des connecteurs pour l'ensemble des systèmes qu'on veut exposer. Pensez par exemple à le logiciel Workday, le logiciel RH extrêmement puissant est extrêmement exposé parce que c'est du software as a service, donc complètement en ligne, mais qu'on veut protéger parce que l'information RH, c'est hautement sensible.
Ben, la solution Okta est le mariage parfait ici pour ceux qui veulent une solution relativement clé en main, mais avec des connecteurs natifs pour se connecter. Microsoft Azure, c'est le même scénario. Je pense que la plateforme Google GCP, AWS, il y a un paquet de trucs intéressants. Ça s'intègre super bien à vos API, vos logiciels maison que vous pouvez déployer effectivement. Là. Je parle des logiciels maison avec des langages de programmation de nouvelles technologies, bien entendu. Là. Du vieux Cobol. J'ai l'impression que vous allez payer un petit peu plus pour faire l'interface qui va communiquer entre Cobol et Okta, mais bon. Mais c'est ça, c'est un système extrêmement intéressant pour l'avoir testé. Puis avec le téléphone, c'est super le fun. Le enrollment, quand on se connecte la première fois, le SSO, que ce soit empreinte faciale, empreinte digitale, tous les mécanismes qu'on retrouve, là, les petits goodies sur les téléphones ou sur des portables, tout est. Puis le SSO qui s'intègre également lors de la première connexion avec un ordinateur. Ça crée des signatures, bien entendu. Quand on le fait d'un autre ordinateur, ça doit recréer une signature, mais ça crée des signatures qui sont relativement bien protégées. Puis c'est extrêmement performant comme système. Très intéressant. Puis là, c'est intéressant. En plus, cette faille-là, il y a plusieurs éléments parce que ça a fait couler beaucoup d'encre. Okta a eu quelques petites failles de communication au début de cet incident-là. Donc, il aurait été mieux de faire amende honorable en partant, en communiquant plus ouvertement avec ses fournisseurs, entre autres, de la nature même de ce qui s'est passé avec ce problème-là. Donc, ça aurait facilité les choses. Puis, l'autre élément, c'est que Lapsus, c'est pas un groupe de hackers hyper sophistiqués avec des hoodies. C'est des adolescents qui manquaient de sensations fortes et qui ont utilisé des moyens assez low-tech pour réussir à rentrer là-dedans. Fait que, c'est tout des systèmes qui, finalement, c'est pas l'élite là, qui s'est passé. Là. C'est malheureux à dire en même temps, mais... En fait, on a le vecteur d'attaque ici, là. C'est l'ordinateur d'un ingénieur de support qui était déjà connecté, sa session était déjà ouverte sur Okta et malheureusement, son ordinateur était compromis. Ce qui veut dire que les attaquants, quand ils ont réussi à prendre le contrôle de l'ordinateur, ils n'ont pas pris le contrôle d'Okta ou quoi que ce soit, ou fait de manœuvres spectaculaires. Là. C'est un ordinateur connecté tout simplement qui était compromis. La session était ouverte, fait que le buffet était ouvert. Là. Donc, ils se sont servis allègrement. Là. Puis... 16 à 21 ans, je ne sais pas c'est quoi le degré de motivation, mais probablement que, comme tu l'as dit, c'était des jeunes parce que sinon, ça avait été sérieux, probablement qu'ils auraient fait pénétrer un paquet de virus puis de trojans à gauche et à droite justement pour les faire dormir puis à un moment donné prendre un contrôle plus sophistiqué, mais... Oui, ben c'est ça. Si ça avait été plus sophistiqué, ça aurait plus comme SolarWinds où ça a pris du temps, puis ça a été plus long, puis on voit vraiment qu'il y avait... C'était créatif. Oui, très créatif. Mais les autres, ils ont vraiment juste fait un hit and run. C'est très spectaculaire. Là. Puis là, ça démontre à quel point on est fragile à des choses, parce que c'est vraiment pas une grosse manœuvre compliquée qu'on mis en place. Donc, c'est justement, ça nous rappelle que faut ramener les éléments de base. Ça permet un bon segue en anglais sur la nouvelle suivante qui est la mienne, où le MITRE a sorti un nouveau framework qui est justement pour la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Ça traite justement de ce genre de choses-là dans le cas d'Okta, parce qu'il fait partie d'une chaîne d'approvisionnement, donc ils ont des clients qui utilisent le produit. Comme on a vu avec SolarWinds, qui est un autre contexte comme celui-là, ou comme on a vu avec Log4j, ou dans lequel on a un sous-composant qui est intégré dans différents éléments. Donc, dans ce cas-ci, d'un contexte de SBOM, dans ce cas-ci, de Software Bill of Materials, qui permet juste de savoir comment le logiciel est construit. Donc, on a sorti un framework. Les commentaires jusqu'à présent sont mitigés. C'est une forme d'analyse de risque-ish avec 12 grandes familles dans lesquelles on voit différents éléments justement pour s'assurer qu'on a différentes couvertures. C'est intéressant de voir ce que ça fait. Là, c'est sûr que c'est une démonstration, une présentation purement académique qui a été faite avec probablement quelques cas de choses. J'ai pas vu la présentation qui a été faite au RSA. Je vais essayer de mettre la main dessus quand elle va devenir disponible ou voir vraiment sur le site du MITRE, voir si on est capable de voir comment on peut aller plus loin. Mais essentiellement, il essaie de construire une forme de ce qu'on appelle le System of Trust. C'est une espèce de chaîne plus complète
J'ai l'impression que même si on a des outils en place, on a de l'analyse de risque, on a des éléments comme ça, je pense que c'est démontré un peu déficient jusqu'à présent. Puis constamment, on le voit dans le cas d'Octa, on l'a vu dans le cas de Log4j, on l'a vu. Fait que même si on peut, certains experts prétendent qu'on a déjà des éléments qui nous permettent de contrôler ça, clairement, Microsoft ne l'a pas en main, clairement, Octa ne l'a pas en main, clairement, toutes les compagnies qui ont utilisé Log4j ne l'ont pas en main. Fait que donc, en ce moment-là, si on a un autre outil qui est peut-être plus abordable, j'imagine, je ne sais pas encore, je n'ai pas l'utiliser. S'il est comme le MITRE ATT&CK, dans le sens où il va devenir standard, ça va être intéressant. En tout cas, du moins, dans leur volonté, ils veulent mettre une taxonomie standard, c'est d'établir un vocabulaire uniforme, qu'on dise, on parle toujours de la même chose. Puis ça aussi, c'est très important qu'on parle de la même chose. En sécurité, on est très bon pour parler de la même chose, mais avec des mots différents. Ou de parler de choses différentes avec le même mot. Fait qu'on a toute une façon de mélanger tout le monde, puis même entre nous autres, on ne se comprend pas tout le temps. Là. Fait que c'est assez difficile. Moi, l'établissement d'un vocabulaire commun, standard, uniforme, déjà, on va avoir un gain énorme par rapport à la situation dans laquelle on est. Parce que moi, à l'heure actuelle, je m'intéresse beaucoup à FAIR, qui est une méthode d'analyse des risques, justement, qui amène un vocabulaire standard, uniforme, dans lequel on est capable de communiquer avec la gestion. Fait que si le manager réussit à faire le même genre de choses, je pense qu'on va avoir un autre outil en main dans lequel ils vont nous aider à faire avancer, puis justement qu'on n'ait pas des cas comme Octa qui viennent faire brailler tout le monde ou Microsoft ou l'autre, justement le Log4j. C'est le SBOM qui venait régler ça, mais cet élément-là aussi, c'est que là, d'avoir commencé à savoir de quoi est constitué nos logiciels. Il ne faut pas se leurrer dans nos entreprises, on pense qu'on a un logiciel qui fait la paye. Là, tu parlais d'Octa qui fait le gros système. La réalité, c'est qu'on a 1 million de petits composants, comme dans une montre, finalement. On a plein de petites roues qui s'articulent ensemble pour mener la livraison du service final, ou maintenant, la mode, c'est au microservice, par exemple. Fait que de connaître chacun de ces composants-là devient de plus en plus important, même primordial, à ce qu'on puisse avoir une sécurité qui a du bon sens, qu'on puisse ne pas avoir à courir comme des caves pendant le temps des fêtes parce qu'on a Log4j dans les jambes. Là, on sait exactement il aurait été où, on aurait juste tiré un plug sur ceux où il était, puis ça aurait été fini là, puis on aurait passé un beau Noël, un petit drink en télé-drink, parce que cette année, c'est vrai, le dernier Noël, on n'avait encore pas le droit de célébrer vraiment en famille. Là. On fait un petit télé-drink là, en FaceTime. Mais au moins de passer du temps à la maison calmement au lieu de s'énerver comme ça a été le cas là, dans ce cas-ci. Là. Fait que... Non, ben c'est. Écoute, un petit mot, un petit élément clé que tu as mentionné, que j'aime bien, là. Tu parles d'un service, un core system, là, avec un paquet de services qui gravitent autour, justement, pour la chaîne d'approvisionnement, pour livrer. Le microservice, tu l'as bien dit. Moi, j'ai l'impression que Log4j dans plusieurs entités, ça a été une petite mine d'or pour certains architectes. Pour moi, ils ont trouvé une mine de diamants à un moment donné de ces petits microservices-là où on va dire l'inventaire de tout ce qui est Shadow IT puis DMU, là, ça a dû soulever un paquet de questions puis en fait, les fouilles archéologiques ont été prometteuses, j'ai l'impression, quand ils ont dans certaines entités, quand ils ont demandé les fameux scans pour voir les versions de Log4j qui pouvaient être compromises, etc., au sein d'une entité. Là. Mais bon. Mais ça a été, moi, comme toi, tout qu'un exercice. Mais les microservices, comme tu dis, qui gravitent, là, c'est hallucinant. Il y en a beaucoup plus qu'on peut penser. Puis c'est pas tout du Shadow IT, là. Puis ça devient. J'embarque dans un autre sujet, mais quand on a besoin de mettre à jour, de migrer, de changer un service, ajouter ou retirer un service, ça devient extrêmement complexe. D'où l'importance justement d'avoir une architecture détaillée à tous les degrés, là, de la plomberie jusqu'à l'interface utilisateur avec tous les composants. Là, l'importance d'avoir cet inventaire-là là, très bien détaillé pour ne pas faire subir d'impact justement à un secteur ou un service où tous les services pourraient arrêter de fonctionner d'un seul coup avec une simple mise à jour. Entre autres, oui. Puis là, on embarque dans le volet du CMDB qui est très compliqué à mettre en œuvre parce qu'on n'a pas de moyens mécanisés pour le faire. Le SBOM est un bon premier pas de matérialisation, de moins d'avoir un manifeste qui dit exactement que chaque logiciel est fait. Fait qu'au moins, on va avoir une espèce d'XML
indigeste, un gros XML qui va être capable de ensuite importer dans un logiciel de CMDB, peu importe lequel, dans lequel on va être capable de retracer nos actifs, de retracer les sous-composants de nos actifs et ainsi de le descendre comme ça. Fait qu'on va arriver peut-être à quelque chose de peu plus mature. Peut-être un mal pour un bien, là, qu'on va peut-être changer, on va finir par grandir puis d'avoir quelque chose d'un peu plus mature comme système, puisque là, actuellement, c'est juste la jungle. Oui, dans certains cas de figure, par exemple, là, quand on fait l'analyse de tout ça, là, puis c'est un never-ending story d'analyse, là, des fois, là, c'est peut-être là, le temps de tirer sur toute cette plug-là, acheter un logiciel qui fait déjà tout ça, faire venir une firme, les payer pour faire le travail à votre place. Des fois, là, cette traque-là est le coût d'un effort raisonnable de votre part, puis ça va vous éviter un paquet en fait, vous avez un partage de responsabilités dans on va dire la migration, là, mais j'ai vu des entités s'obstiner à vouloir le faire à l'interne, eux autres mêmes, puis c'était un never-ending story. Au bout de 4, 5, 6 ans, la nouvelle solution était rendue à sa 7e version majeure, toujours pas en production, parce qu'on trouvait tout le temps des petits modules à gauche puis à droite, puis ça finissait plus justement toutes les étapes manuelles, puis pour finir justement par changer la gestion de ce secteur-là. Et puis. Ah, mais c'est ça, on sous-estime beaucoup la complexité des systèmes TI modernes. En fait, juste regarder comment un poste de travail moderne, à quel point c'est complexe, le nombre de logiciels qu'on a dessus, de composants, de tout, juste sur un poste. Puis là, on prend ça dans une entreprise de 10, 15, 20 000 personnes. Ensuite, tu multiplies par 10, 15 000 personnes qui ont chacun au moins un bidule personnalisé sur leur poste qu'il faut qu'on entretienne. Déjà là, on a un problème déjà sur le poste d'utilisateur. Là, maintenant, les utilisateurs, on soit tout un cellulaire en même temps. On a encore un autre composant à maîtriser. Là, ils consomment des services à l'intérieur de l'entreprise qui sont souvent un amalgame de sous-services. Maintenant, c'est des microservices, mais avant, c'était des librairies comme Log4j, mais peu importe, où ça se parle entre eux autres, c'est interrelié avec en spaghetti parce que ça a grandi de façon organique puis c'est jamais contrôlé. Fait que le bordel a pogné. Fait que si on essaie de gérer ça, puis tu essaies juste d'arracher, c'est comme une racine qui dépasse par terre, tu sais, puis l'arbre ici au complet. J'en ai tellement de cas, clairement, toi aussi, tu as des cas où tu as vu des affaires, c'est infini. Fait qu'on est toujours dans cet univers-là. Fait que ça va peut-être nous donner un framework qui va peut-être forcer la gestion. Là, on se calme tout le monde. Là, on va arrêter de faire ça, de faire des folies. C'est pas qu'on a travaillé pour la même entité, puis j'avais pas le même rôle à l'époque. Hein? Fait que quand venait le temps de la rotation des postes de travail, toutes les micro-commandes que je pouvais avoir de chacun des employés, c'était pas terrible. Là. On parle d'au total 200 personnes avant que je change d'orientation. Là. Plus en audit TI, en risque, puis plus en cyber après. Mais peu importe, là, je suis passé comme technicien en informatique. Là, déjà que gérer un poste, ça va. 10, ça me prend des notes. 200, ça suffit. Là. J'ai dit, là, ça me prend un carnet de notes au complet à la Sheldon, là. Au complet, puis il faut que je maintienne ça à jour, puis que je prenne les commandes spéciales. Imaginez, comme Nicolas dit, là, des entités de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 employés, là. Faut tout gérer ça. Les remplacements de postes, les incidents où le poste arrête de travailler, puis ça prend un remplacement rapide. Juste de dire... maintenir une liste de shadows on the side pour personnaliser le poste de travail de chacun, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Ah non, c'est un asile. Fait qu'on a déjà ce problème-là. Fait que ça, on va voir si ce framework-là par le Matter va nous amener ailleurs, comme le Matter Attack a réussi à le faire. Intéressant de voir. Peut-être que ça va justement dénouer certaines impasses dans lesquelles on est. Puis tant qu'à avoir parlé de microservices, ben, ça va finir avec ma dernière nouvelle, qui est plus de 380 000 API de Kubernetes sont exposés sur Internet avec aucune sécurité. Fait qu'on est dans un contexte où des microservices, on en a une pelle et une barge, données offertes au monde entier. Puis généralement, les microservices donnent accès à des données en dessous. Donc, on a accès à un équivalent d'un problème comme les buckets S3 chez Amazon, avant qu'Amazon prenne la configuration par défaut fermée.
Là, on a énormément d'éléments comme ça. Fait que là, on est encore dans un contexte. Les API qu'on utilise, j'ai pas lu l'article, malheureusement, sur du cas pas dans son fin détail. Fait que je peux pas parler vraiment le niveau de détail nécessaire, mais si on suppose qu'il y a beaucoup, beaucoup de données associées à ça, probablement qui sont déjà utilisées par des services qu'on ne connaît pas, parce qu'on a un king dans notre département X qui a décidé de découvrir un API magique comme ça, qui l'a branché sur l'application d'affaires, qu'on n'a aucune idée de ce qu'il a fait. Fait que là, on revient au fait, est-ce qu'on est en maîtrise de tout ce qu'on fait? Est-ce qu'on devrait aller contrôler qu'est-ce qu'on fait avec ça? Même les MongoDB, les bases de données qui étaient exposées sur Internet, les Elasticsearch qu'on a retrouvés ouverts sur Internet parce que les gens on a tendance à dire négligents, mais en tout cas dans plusieurs cas, non connaissants. Parce qu'ils ouvrent comme ça, ouvrir un bucket S3, c'est vraiment vouloir se tirer dans le pied, là, ou carrément vivre sur une planète où on n'a aucune idée que quand c'est sur Internet pour de vrai. Là, c'est comme tu mets ça à la rue, puis s'il y a quelqu'un qui s'en va avec, c'est fini. Là. On est vraiment dans un contexte comme ça. Fait que les gens, je pense pas qu'ils sont capables de visualiser ou comprendre que ce que c'est. Puis dire, c'est l'éternel débat de la migration infonuagique que beaucoup d'entités que je connais font. C'est-à-dire que la compréhension du modèle entre le sur-site et l'infonuagique, c'est déjà très difficile. Puis là, tu as des coordinations avec des Kubernetes qui sont nécessairement des pods, des microservices et des choses, des éléments comme ça. Là, on s'en va dans un fiasco monumental. Non, mais tu l'as, ta figure de style, là, c'est de laisser ta belle voiture, les fenêtres ouvertes avec ton portefeuille à portée de main, à portée de main d'un opportuniste qui traîne là tout simplement. C'est le même scénario, là. Ou de tout simplement laisser la carte de crédit sur le coin, là, qui va refléter au soleil puis qui va attirer les regards. Un objet qui brille. Un objet qui brille, un téléphone cellulaire. Donc, aucune surveillance puis aucune mesure quelconque. Les humains aiment ça, les choses qui brillent. Fait que c'est ça. Fait qu'on laisse traîner des éléments comme ça. Là. Vous irez lire l'article complet. Je vais aller lire en plus grande profondeur parce que je l'ai juste skimmé en diagonale. Mais ça devient désastreux de savoir qu'en 2022, puis en des Kubernetes, c'est pas des gens là, qui connaissent rien. Là, c'est pas papa, maman là, qui ont mis ça en place. Normalement, c'est du monde en TI qui ont une connaissance au moins minimale. Fait que ces gens-là n'ont aucune compréhension des éléments de sécurité de base. Fait que ça aussi, c'est un peu inquiétant que ça soit peu connu par les gens en TI qui sont. C'est littéralement, rendu ça, c'est de la négligence. Tu peux pas être autre chose que de la négligence. C'est comment, là, tu sais, Non, t'as fait exprès, là. T'es épais, là. T'as fait exprès, là. Ben, d'où l'importance d'avoir son architecture, son inventaire, puis d'avoir des éléments suffisamment détaillés pour le fonctionnement à l'interne, le fonctionnement de ce qui est exposé à l'externe, etc. Là, l'importance de une UCMDB. L'importance que ça soit suffisamment et très bien documenté, là. Puis deux, c'est pas important parce qu'on a une belle liste, là. C'est important parce que quand on va gérer un incident, ben, on va avoir justement le détail d'où partir, d'où chercher. S'il faut faire des fouilles parce qu'on ne sait pas d'où l'attaque est partie, par exemple, d'où l'incident a décollé ou même comment ça s'est produit, si c'est rendu qu'on dit à notre gestion qu'on ne le sait pas, il faut qu'on fasse des fouilles, on va se faire regarder de travers. Mais peu importe. Ça, pour moi, c'est de la gouvernance. Là. Ben, c'est un minimum. Là. En tout cas, bref, c'est rendu difficile, c'est rendu décourageant qu'on est encore à ce stade-ci. Après avoir répété si souvent, mais chaque technologie, on connaît ça, ça m'avait beaucoup déprimé. Dans mes premières années où j'allais au DEF CON, j'avais vu tout le côté sécurité des buffer overflow, et toutes ces vieilles façons de faire, d'attaquer les systèmes, ces vieilles façons de forcer la sécurité parce que les gens avaient oublié de mettre des buffers, vérifier les buffers, les pointeurs, puis ainsi de suite, puis dans le fond, développer en C. Puis là, tout à coup, on a migré en web, et les mêmes maudits problèmes qui tiennent dans le même concept. Le concept, là, c'est sûr, c'est pas des buffers de la même façon, mais
les mêmes concepts de vulnérabilité qui avaient lieu dans du cas du C se retrouvaient dans le web. Fait que là, je dis, ben là, il y a quelqu'un qui n'a pas parlé à l'autre. Là, il n'y a comme pas eu de transfert de connaissances. Là. Il y a quelqu'un qui a oublié là, entre les deux. Là. Puis là, on est en train de répéter la même chose. On parle je parlais du web 1.0, là, des affaires il y a longtemps. Puis on avait les mêmes choses. Puis là, on est en train de tomber dans des affaires beaucoup plus funky, comme des Kubernetes, par exemple. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Là. C'est pas la seule structure qu'on va retrouver probablement à l'avenir. Puis on retrouve encore les mêmes problèmes. C'est encore les mêmes affaires que les gens oublient. C'est encore les mêmes affaires que ça. Fait que là, j'imagine que là, je sais, là, on n'a pas accès aux données privées. Il faut que je vende mon âme au diable pour essayer d'avoir le rapport complet. Mais essentiellement, c'est autres, on a découvert les éléments ouverts. Fait que en Kubernetes, fait que là, est-ce qu'ils sont hébergés chez GCP? Est-ce qu'ils sont hébergés chez Amazon? Est-ce qu'ils sont hébergés chez Azure? C'est à voir. Est-ce que ces grands fournisseurs vont devoir faire comme Amazon a fait avec S3? Est-ce qu'ils vont devoir dire, ben là, on vérifie vos affaires, puis si vous n'êtes pas propre, on vous met dehors? On est rendu quasiment à ce point-là, ou est-ce qu'il va falloir, comme le FBI avait fait avec la vulnérabilité Exchange, t'es pas assez bon pour gérer ton Exchange, je vais aller le patcher pour toi? T'es bonne celle-là. En termes de droit, c'est problématique, là, ce qui a été fait là, en termes de conception de la loi. Mais est-ce qu'on est vraiment rendu à ce stade-là où le Japon qui voulait scanner toutes les IoT avant les Jeux olympiques justement pour s'éviter d'avoir du trouble? Est-ce qu'on est rendu là à une notion où on parlait dans la première nouvelle de santé publique puis d'analyse, est-ce qu'on est rendu à devoir mettre des notions de santé publique dans nos infrastructures de TI? Vaccination obligatoire? Est-ce que ça va être un pass vaccinal pour tous les services? Là, on est rendu à quoi pour que on arrête de voir des affaires qui sont absurdes comme celle-là? C'est comment, là? Le retour à la base. Ben, c'est ça, l'hygiène de base, on revient toujours à ça. C'est toujours exactement ça le problème. Puis les gens ne l'exécutent pas. Puis ça finit. Je pense qu'on a pas fini de frapper sur encore le cheval qui est à terre. Là. C'est toujours le même maudit cheval qu'on frappe. Là. Oui. Ben, non, tu viens de le dire. C'est élément de base. Retournons à la base. Fait que sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. Déprimez pas. Retournez à la base. Faites les choses élémentaires. Guidez les gens dans votre entreprise pour qu'ils fassent les choses élémentaires. Guidez vos parents pour qu'ils fassent les choses élémentaires parce qu'eux autres aussi ont besoin d'être protégés. On en parle dans certains autres contextes. Donc, faisons la base, puis je pense que ça va aller mieux. Oui, faites la base, documentez, connaissez votre infrastructure. Écoutez, soyez en maîtrise, en fait, de votre environnement, de vos services, puis de ce que vous êtes capable de faire avec ça, là. Sinon, vous n'êtes pas en maîtrise. Là. En fait, j'ai mieux que ça. Les entités, depuis plusieurs années, là, les secteurs RH sont arrivés avec des nouveautés créatives, comme par exemple mettre sur pied un programme d'objectifs. Un programme d'objectifs pour rehausser les compétences de l'employé, s'assurer de son intégration, sa participation, sa proactivité, d'assurer de faire la promotion d'éléments de sécurité, etc. Et puis, avec un système, justement, de bonus, peut-être à la fin d'année, où, lorsque les objectifs sont dûment rencontrés, ben, le bonus peut être de X% du salaire. S'ils sont moins bien rencontrés, ça va être une petite intervention, mais avec un bonus moins généreux, etc. Ça, Nicolas, ça devrait faire partie des objectifs. C'est une excellente idée. Puis, de rajouter un point de pourcentage sur le bonus annuel qui est associé au bon comportement de sécurité. Puis, c'est excellent. C'est un excellent incitatif, là. Écoute, on est dans ce domaine-là. Tout est à ton compte, pas moi. Je le sais que pour certains, ça vient piquer l'orgueil d'avoir un objectif comme ça, surtout lorsqu'ils croient que c'est leur rôle puis qu'ils le font bien. De le mettre comme objectif, oups, c'est drôle, on va voir une coupe de tête forte ajuster probablement leur comportement. Puis les têtes qu'on pense fortes, ce que j'appelle les héros du jour, là, qu'on louange tout le temps, mais qui finalement, ils ont fait une seule action qui était spectaculaire, puis ils ont tout le mérite, là. On va vraiment les départager. Mais
Écoute, c'est pas la première fois que je fais cette suggestion-là. Je l'ai faite chez mon ancien employeur. Chez mon employeur actuel, je pense que ça fait partie de certains objectifs, notamment entre autres de formation, avec système de pointage, bon, etc., etc. Je ne dis pas que ça augmente le bonus, mais ça fait partie, c'est mon rôle. C'est normal que ça soit dans mes objectifs. Mais je sais pour que les gens en TI, ce genre de programme-là, avec les objectifs, c'est plate. C'est plate. L'adhésion est très tough. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous avez un bon coup comme ça, que vous vous faites dire que vous avez fait un bon coup, il faut prendre des notes. Parce que dans notre suivi, on vient vendre notre salade, autrement dit du programme. Il y a ça, ça c'est l'irritant, bien entendu. Par contre, moi aussi, je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne mesure et ça devrait même être d'actualité dans toutes les entités. Oui, c'est un excellent mot de la fin. Je pense qu'on part avec quelque chose de positif puis de peut-être permettre de changer les choses tranquillement. Ouais. Salut! À la prochaine!